quel est le point commun entre l'effondrement public et tragique d'une icône du cinéma de 88 ans et un accord financier secret de 80 millions d'euros signé par un joueur de foot? Bah, à première vue, vraiment aucun. Voilà, en apparence, absolument aucun. Mais si on gratte un tout petit peu le vernis de l'actualité, on tombe sur une mécanique universelle. Ouais, ce moment précis de bascule en fait. Le moment où la façade qu'on a si bien construite finit par se fissurer. C'est ça. Et ça révèle tout le chaos qui se cachait derrière. Ce qui est fascinant ici, c'est que la société tout entière est structurée autour de ces façades lisses. Que ce soit la légende intouchable d'une star, l'autorité absolue d'un État, ou même la surpuissance d'une multinationale. Ouais, Mais la réalité des coulisses, elle, est toujours infiniment plus complexe. C'est rempli d'échafaudages ultra précaires et de compromis, quoi. eh ben, c'est exactement la mission de notre exploration d'aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, on a sur la table une pile de sources assez hétéroclites de ce début d'année 2024. Très hétéroclite, oui. Complètement. On a une retranscription d'une matinale d'Europe 1, une édition particulièrement dense du journal Le Parisien du 5 janvier, et des fils de discussion de passionnés exhumés de Reddit. Le grand écart en somme. C'est ça. Le but, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe quand les illusions tombent. Et pour commencer, plongeons dans un dossier qui illustre parfaitement cette collision entre le mythe public et le naufrage privé. La guerre ouverte dans le clan d'Alain Delon. C'est un cas d'école de la désintégration d'une légende, ouais. Surtout face à la fragilité de la fin de vie. Les faits qu'on lit là sont d'une violence inouïe pour une famille de cette envergure. Ok, décortiquons ça. Parce que la chronologie racontée par Le Parisien et Europe 1, ça donne un peu le vertige, hein. Totalement. Anthony Delon, le fils aîné, attaque carrément sa demi-sœur Anouchka dans Paris Match. Il l'accuse d'avoir délibérément caché les résultats de, je crois que c'est 5 examens cognitifs. Oui, 5 examens passés en Suisse entre 2019 et 2022. C'est ça. Et la justice s'en mêle. Et le vocabulaire du procureur de Montargis, franchement, il fait froid dans le dos. Il parle d'une expertise évoquant un, je cite, « discernement totalement aboli ». Ouais, pour un acteur de ce calibre, entendre ça. Et en toile de fond, il y a cette guerre de territoire. Anthony veut respecter le vœu de son père de finir ses jours à Douchy, donc dans le Loiret. Et de l'autre côté, Anouchka, qui est vice-présidente de la société suisse, qui gère les affaires d'Alain Delon. Qui, elle, voudrait le ramener en Suisse. Exactement. C'est presque une tragédie grecque en direct, quoi. Ah mais complètement. La fracture entre l'image du guépard, tu sais, ce sexe symbole qui contrôlait absolument tout, et cet homme dépendant au cœur d'un déballage judiciaire, c'est saisissant. Ouais, c'est triste même. Mais ce qui est encore plus fascinant en lisant les analyses sur Reddit, c'est de voir que cette instabilité, elle ne naît pas juste avec la vieillesse. Ah bon? Non, c'est inscrit dans ses fondations même. Les utilisateurs sur Reddit rappellent un fait souvent oublié. Alain Delon a été abandonné par ses parents très jeunes. Il a été placé en famille d'accueil à 4 ans. Ouais, enfin. Ça laisse des traces. Je veux bien. Mais est-ce qu'on fait pas un peu de la psychanalyse de comptoir, là? Je veux dire, on parle d'une star mondiale avec un ego nourri par des décennies d'adulation. C'est vrai. Est-ce que c'est pas juste cet ego démesuré, sa difficulté insupportable d'être quitté par exemple par Rosalie von Breman, qui a empêché de créer une base familiale solide? Mais l'un n'exclut pas l'autre en fait. C'est même souvent lié. L'ego surdimensionné, c'est l'armure qu'on se forge pour protéger une blessure d'attachement profonde. Ah, tu veux dire que l'abandon dicte l'ego? Exactement. Les abandons précoces génèrent une peur panique du rejet. Toute sa vie sentimentale illustre cette dualité, c'est fou. D'un côté, il y a la passion destructrice et viscérale avec Romy Schneider. Ah oui, l'histoire légendaire. Voilà, il gardait sa photo dans son portefeuille et disait tout le temps « Mon amour a le visage de Romy ». C'est le reflet de son propre chaos interne. Et de l'autre côté, les sources mentionnent Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, qu'il appelait la femme de sa vie. C'est paradoxal, non? Pas tant que ça. C'était une relation asymétrique mais hyper stable. Elle lui offrait un ancrage inconditionnel. Elle allait jusqu'à tolérer ses infidélités, c'est dire. En fait, elle colmatait les fissures de la façade. Ouais, je vois le genre. Mais quand on construit toute son existence sur le contrôle d'une image d'invulnérabilité au lieu de vraies fondations émotionnelles, le jour où le cerveau et le corps lâchent, la façade explose. Le discernement aboli, c'est la digue qui cède. Les rancœurs des héritiers ne sont plus contenues, et voilà. Perdre le contrôle de son propre récit à la fin de sa vie, c'est quand même d'une tristesse absolue. Mais curieusement, dans Le Parisien, on a un contraste hallucinant quelques pages plus loin. Avec Kylian Mbappé ? Exactement. Un cas où le mec verrouille son avenir financier et son image publique avec une précision chirurgicale, presque froide.
La comparaison est brutale, c'est sûr. On passe du drame émotionnel pur à une rationalité économique totale. Et mon temps me donne le tournis. L'article révèle les coulisses de cet accord mystérieux entre Mbappé et Nasser Al-Khelaifi au PSG. Pour remettre le contexte, l'été dernier, Mbappé refuse de prolonger. Le club le punit et le met dans le fameux loft. Oui, le loft. Pour ceux qui suivent pas trop le foot, c'est quoi exactement ce concept de loft? Le loft, c'est une méthode de pression très classique dans le foot pro. Quand un joueur refuse de prolonger, le club l'exclut du groupe principal. Une sorte de placard, quoi. C'est ça. Il s'entraîne avec l'équipe réserve, il ne joue plus les matchs. Le but, c'est de le briser psychologiquement pour qu'il cède ou qu'il accepte un transfert immédiat. Ça évite qu'il parte gratuitement à la fin de son contrat. Sauf que là, la méthode forte, c'est casser les dents sur Mbappé. Pour sortir de ce loft, le Parisien nous apprend qu'il a renoncé à une prime de fidélité de 80 millions d'euros. Un chiffre astronomique. Pour protéger les finances du club s'il part libre. Sachant qu'il a un salaire de 72 millions d'euros bruts par an. Mais attends, renoncer à 80 millions, c'est un sacrifice énorme. C'est juste lui qui veut sauver le club qu'il a formé. Alors là, s'arrêter au sacrifice financier, ce serait complètement rater la mécanique de l'accord. C'est pas de la charité alors? Pas du tout, c'est du pragmatisme absolu. C'est un calcul de très haut niveau. En abandonnant ses 80 millions, Mbappé achète un truc bien plus précieux, sa liberté et la protection de son mythe. Ah, je vois. C'est comme un pacte d'actionnaires hyper sophistiqué. Exactement. Le PSG risquait la faillite sportive en laissant son meilleur joueur sur le banc. Et Mbappé risquait d'écorner son image de héros local. Là, chaque partie sauve la face. Une vraie gestion de crise. Chirurgical, ouais. Là où les délons règlent ça dans la douleur et en public, le deal Mbappé, c'est propre. Il peut partir au Real ou à Liverpool sans passer pour le méchant qui a ruiné le PSG. Il anticipe les fissures, en fait. C'est fascinant cette idée de contrat qui se brise ou qui se négocie à coups de millions. Et cette notion de rapport de force, on la retrouve carrément à une autre échelle, dans les institutions commerciales et étatiques. Oui, on change de dimension, là. Totalement. Toujours dans nos sources, on quitte le foot pour les supermarchés. Le supermarché rebelle. Carrefour décide de retirer brutalement tous les produits PepsiCo de ses rayons. Fini le Pepsi, le Lipton, les chips Lay's. Un coup de tonnerre dans la grande distribution. Avec des affichettes en magasin qui dénoncent des hausses de prix inacceptables de la part de l'industriel. En pleine période d'inflation, le journal rappelle qu'elle était à 3,7% en décembre. C'est beaucoup. Mais pourquoi afficher ça aux yeux de tout le monde? D'habitude, ces guerres de marge, ça se règle dans les bureaux fermés, non? Si on relie ça à une vision plus globale, c'est le signe d'un système à bout de souffle. L'illusion de l'abondance et des produits pas chers est en train d'imploser. Ouais. Les industriels veulent imposer des tarifs massifs et les distributeurs comme Carrefour comprennent que s'ils acceptent, c'est eux qui vont perdre les clients. Alors ils font sauter les règles de la bienséance commerciale. Ils prennent le client à témoin, en fait. Voilà. Ils montrent les rouages de la machine. Quand l'argent manque, les façades de coopération volent en éclats. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? C'est quand même le signe que tout le monde perd un peu le contrôle, non? Même l'État semble complètement sous pression en ce moment. Ah, l'État montre des signes évidents d'asphyxie, oui. Le journal décrit un gouvernement fracturé. On a le président Macron qui essaye de récupérer l'héritage européen de Jacques Delors, le socialiste. Ce qui a rendu la gauche furieuse, évidemment. Surtout juste après le vote d'une loi immigration considérée comme très à droite. Et à côté, des rumeurs de remaniement avec le départ pressenti d'Elisabeth Borne. On sent qu'il cherche à s'approprier le passé pour survivre au présent, quoi. C'est du bricolage narratif. Et ce bricolage politique au sommet masque une paralysie beaucoup plus grave sur le terrain. Le rapport de la Cour des comptes dont parle l'article est édifiant là-dessus. Ouais, on va aborder ça de manière hyper neutre, parce que le sujet est inflammable. Mais les chiffres sont là, froids et cliniques. Complètement. C'est un rapport sévère sur l'immigration irrégulière. 1,8 milliard d'euros par an, 16 000 fonctionnaires mobilisés. Et la Cour estime à 439 000 le nombre de personnes en situation irrégulière. Et c'est une estimation prudente. Mais attends, l'article précise que ce chiffre est basé sur l'aide médicale d'État, l'AME. Comment on passe d'une aide médicale à un chiffre sur l'immigration clandestine? Alors, l'aide médicale d'État, c'est un dispositif pour les étrangers en situation irrégulière résidant en France depuis plus de 3 mois. Ok. Comme c'est le seul registre administratif officiel pour cette population, l'État s'en sert comme thermomètre en fait. Même s'ils savent très bien que tout le monde ne la demande pas. D'accord, c'est une estimation par défaut, quoi. Exactement. Mais le vrai point de rupture soulevé par la Cour, c'est sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français.
L'État n'arrive pas à éloigner les personnes sous le coup de cette mesure. Pourquoi on bloque à ce point? 16 000 fonctionnaires, quand même. C'est là qu'on voit les rouages dysfonctionnels. L'administration est dépassée par la complexité juridique. Quand une préfecture émet une OQTF, ça part dans un véritable labyrinthe. Les recours. Oui, les personnes déposent des recours, ce qui est leur droit, mais les tribunaux administratifs sont tellement surchargés que les dossiers s'empilent. Et j'imagine que pendant que la justice bosse, le temps passe et les situations changent sur le terrain. Absolument. Et même quand la justice valide enfin la décision, il y a un autre mur. Lequel? Le mur diplomatique. Pour expulser quelqu'un, il faut que le pays d'origine délivre un laissez-passer consulaire. Si le pays refuse ou s'il y a des tensions diplomatiques, l'OQTF devient une coquille vide. Donc l'État mouline dans le vide, en fait. C'est ça. C'est l'incapacité de maintenir la façade du contrôle des frontières face à la réalité bureaucratique. C'est fou de voir ces institutions traditionnelles vaciller au sommet. Et d'ailleurs, elles sont aussi contestées à la base. Et ça, c'est une transition parfaite vers nos deux derniers sujets, qui montrent comment les normes sociales bouleversent des mondes complètement opposés. Oui, l'Église catholique et l'e-sport. On ne les associe pas souvent, ces deux-là. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Commençons par l'Église. Le Parisien nous parle d'un vent de fronde en France. L'archevêque de Rennes, notamment, mène la branche conservatrice contre une décision du pape François. Le fameux texte Fiducia Supplicans. C'est ça. Le pape autorise la bénédiction des couples homosexuels. Et là, la hiérarchie cléricale bloque complètement face à un pape qu'il juge trop libéral. Cela soulève une question importante, en fait. L'Église catholique tente péniblement d'évoluer vers plus d'inclusion pour survivre dans le monde moderne. Mais en faisant ça, elle réveille les réflexes de défense de sa propre hiérarchie. Ça craque de l'intérieur, quoi. Voilà, ils ont peur de perdre leur identité séculaire. Et c'est marrant parce que si on regarde l'e-sport, c'est exactement l'inverse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Dans l'e-sport, un milieu pourtant ultra récent, c'est la base qui force l'inclusion. C'est ça. Ont remporté la Coupe des Étoiles sur League of Legends. C'est un tournoi 100% féminin. Et accrochez-vous bien aux chiffres. Les femmes représentent 51% des joueurs de jeux vidéo. La majorité, donc. Mais elles ne sont que 7% dans l'e-sport compétitif. C'est un gouffre. Qu'est-ce qui explique un tel écart? C'est systémique. L'article explique que c'est lié à une socialisation genrée. On pousse les garçons dans la compétition et les filles vers d'autres types de jeux. Et surtout, il y a un problème massif de cyberharcèlement. Le milieu est très toxique, c'est ça? Extrêmement. C'est un monde très masculin. Et quand une joueuse essaye de s'imposer, elle subit des vagues de harcèlement pour la décourager. D'où le besoin de créer ces espaces non mixtes comme la Coupe des Étoiles. Mais attends, pardon, mais ça me pose question. Devoir créer une ligue séparée pour les femmes, est-ce que c'est pas un aveu d'échec? Dans un sport où la force physique ne compte pas, on devrait tous jouer ensemble, non? Sur le papier, oui. Séparer les gens, c'est pas paradoxal? On cherche l'égalité. C'est le paradoxe moderne par excellence. Face à une toxicité qui empêche la professionnalisation des femmes, il faut créer ces espaces exclusifs pour les protéger, le temps qu'elles se développent. D'ailleurs, la joueuse cosmique le dit très bien dans l'article. Elle refuse de voir cette ligue féminine comme une finalité. Ah oui, elle voit ça comme un tremplin. Exactement. Le but, c'est d'acquérir de l'expérience, de monter en niveau en sécurité, pour un jour intégrer des équipes mixtes au plus haut niveau. C'est ce que je disais avec l'échafaudage tout à l'heure. On construit un abri temporaire pour consolider la base, avant d'affronter le système global, contrairement à l'Église où le sommet essaye de forcer la base à s'ouvrir. C'est une super synthèse, et ça nous ramène au fil rouge de toute cette exploration. Si on résume, on a vu la chute poignante du patriarche Delon face à la maladie et aux déchirements familiaux. On a vu les manœuvres financières chirurgicales dans le football avec Mbappé, Les failles de l'État, et des distributeurs qui n'arrivent plus à masquer leurs difficultés. jusqu'à la lutte des femmes pour s'imposer dans l'arène numérique et les fractures au sein de l'Église. Partout, les mythes s'effondrent, les façades tombent pour laisser place à une réalité hyper complexe. Et ça demande de trouver de nouveaux repères, forcément. Absolument. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu provocatrice peut-être, pour ceux qui nous écoutent. On passe notre temps, en tant qu'individu ou société, à être obsédé par l'héritage matériel, l'image qu'on va laisser. Les testaments, les lois, le palmarès sportif. Exactement. Mais en lisant toutes ces sources, on peut se demander si le véritable héritage qui compte aujourd'hui, c'est pas tout simplement notre capacité à nous adapter au chaos. C'est une bonne question. Face à un monde où les idoles vieillissent et tombent, où l'inflation fait exploser les prix, et où les frontières, qu'elles soient physiques ou numériques, sont sans cesse redéfinies, est-ce que la seule vraie richesse, finalement, ce ne serait pas l'agilité intellectuelle et l'abandon de nos anciennes certitudes? Je crois qu'on a de quoi méditer là-dessus. C'est clair. On vous laisse sur cette pensée.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos sources du jour et à très vite pour une nouvelle exploration.